Bonjour et bienvenue dans La Beauté du Geste, le podcast que je ferai quand j'ai du temps, où je parle avec des gens qui font le cyclisme. Mon premier invité est un coureur de grand tour, il en a plus de 20 à son actif. Il a 5 victoires professionnelles et on se rappelle de lui notamment pour avoir aidé son leader Andy Schleck dans le Galibier en 2011. Mon premier invité, c'est Maxime Montfort. Maxime, merci beaucoup de bien accepter ce podcast. Alors, nous sommes ici à la maison du cyclisme ZY. C'est un lieu que tu connais déjà un petit peu? Oui, ça fait quelques années que ça existe. Moi, j'habite ici pas loin, donc forcément, oui, je suis déjà passé quelques fois. D'où ça a commencé cette passion pour le cyclisme qui est devenue après ton métier? Moi, j'étais un gamin dans le fin fond des Ardennes et j'aimais rouler en vélo. Et puis, je savais pas trop à l'époque qu'il y avait des courses pour les jeunes. Je savais pas trop ce qui se faisait. Je regardais le Tour de France à la télé. Je regardais passer Liège-Bastogne-Liège. Et puis petit à petit, les petits tours en VTT sont transformés en plus grands tours en vélo de route. Et puis je me suis inscrit dans un club de cyclo tout d'abord, et puis assez rapidement après dans un club de jeunes. Et j'ai commencé les compétitions à 14 ans, et puis ça a suivi son cours. J'ai eu pas mal de succès, ce qui m'a encouragé à continuer, à poursuivre. Et petit à petit, j'ai réussi à intégrer des plus grosses équipes pour passer professionnel. Mais justement, pour comprendre, quand tu dis que tu as eu du succès, c'est quoi avoir du succès en cyclisme quand on a 14-15 ans? Tu gagnais déjà des courses ou tu te faisais déjà remarquer dans des courses? Ouais, je gagnais des courses tout de suite la première année. Première course, je fais deuxième. Enfin, après, on parle de course, il y avait 30 ou 40 Ah, mais déjà, partants, hein. c'est déjà ça. Mais quand on est gamin, à 14 ans, ça donne de la motivation. Je gagne la troisième course, je pense. Et puis voilà, il y a un engouement personnel, il y a un engouement dans la famille. Et puis ça m'a vraiment aidé à poursuivre. Ouais. Parce que maintenant, il y a des centaines et des centaines de courses à ton actif, mais tu te rappelles de ta première course, le sentiment de ta première course? C'était du stress, de l'excitation? C'était quoi le sentiment qui primait à ce moment-là? Ah oui, c'était un stress incroyable. Ouais. Par rapport à l'inconnu notamment, je ne savais pas du tout où j'allais, je ne savais pas comment ça se passait, il y avait plein de détails que je n'avais pas en fait. Et forcément, on parle d'une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'accès à toutes ces infos. J'imagine qu'un jeune maintenant qui va faire sa première course, il sait exactement comment ça va se passer. Et donc oui, cet inconnu m'a amené à un stress incroyable qui a fait que je n'ai quasi pas dormi la veille. Des C'est choses pas le comme ça. meilleur pour une première course, c'est pas le meilleur de pas Non, mais dormir. après, sur un one-shot d'une journée, ça passe, hein, mais oui, non, c'est sûr que c'était pas le meilleur, mais au fur et à mesure, j'ai réussi à appréhender un peu ces choses-là. Comment on passe justement d'être un adolescent qui fait des courses à arriver dans une première équipe professionnelle? C'est des étapes, petit à petit, qui sont un peu différentes de ce qui existe actuellement, mais en fait, on grandit, on vieillit, et on franchit les catégories de manière très, très réglementaire. Et puis, en fait, à l'époque, il y a la catégorie espoir, enfin c'est toujours le cas actuellement, hein, donc les 19-22 ans, où là, c'est un peu l'antichambre, où on peut être repéré par des équipes professionnelles. Et ça a été mon cas, tout d'abord avec un stage, en fait, c'est donc de août à septembre, où des jeunes espoirs ont l'occasion de se tester et de se montrer dans une équipe professionnelle et éventuellement de décrocher un contrat. Donc voilà, ça s'est passé comme ça pour moi. Et actuellement, c'est un peu différent parce que les jeunes, même très jeunes, doivent déjà intégrer quasiment des structures de jeunes des équipes pro, satellites aux équipes pro. Et puis ils sont déjà dans les structures et puis après ils passent pro. Mais voilà, c'était différent à l'époque. Et justement, ton premier contrat, tu l'as eu à quel âge et comment ta famille a réagi par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont eu un peu des craintes, des doutes, ou alors ils t'ont suivi, il n'y a pas eu de questions et tu as pu vraiment t'épanouir là-dedans directement? C'était mon rêve en fait, hein. C'était mon rêve. Pour remettre un peu le contexte, j'avais commencé des études de kiné. Et puis je voulais toujours m'entraîner à l'époque et j'y arrivais pas en fait. Certains y sont arrivés, mais moi j'y arrivais pas à concilier les études supérieures et l'entraînement. Et j'ai fait ça 6 mois. Puis après, je me suis redirigé vers des cours du soir en journalisme et ça me permettait de m'entraîner. Et donc en fait, il y avait un contexte qui inconsciemment me menait et menait toute la famille vers je vais essayer d'être pro quoi. Et quand le coup de téléphone est arrivé, c'était pas attendu parce qu'on était fin 2003. J'étais censé ne pas passer pro cette année-là parce qu'il n'y avait pas de place. Et puis finalement, une place s'est dégagée chez Lambeau Credit. Et je me rappellerai très bien, c'était le 6 décembre, j'étais en train d'étudier là, à la maison et coup de téléphone du manager Gérard Bulens pour me dire qu'il y avait une place pour moi. Donc ouais, c'était
c'était un rêve. Est-ce que ton blocus s'est arrêté à ce moment-là ou tu as quand même étudié pour les examens juste après? Je sais plus ce que j'ai fait, mais en tout cas, non, j'étais déconnecté de la réalité parce que j'avais 20 ans et j'étais très jeune encore dans ma tête aussi. Et c'est le genre de nouvelle qui fait passer dans l'état d'adulte directement. Et donc, j'ai même pas eu besoin de demander la permission aux parents. En fait, ça coulait de source et c'était une grande joie à la maison ce jour-là. Et c'était qui tes idoles à l'époque quand tu as commencé? Qui étaient les gens que tu regardais avec des étoiles dans les yeux? Alors moi, quand j'étais gamin, je regardais Miguel Indurain en fait, avec beaucoup d'admiration. C'est aussi tous ces Tours de France de début des années 90 quand Indurain dominait. Qui me faisait rêver. J'ai eu l'occasion d'en suivre quelques-uns de ces Tours de France de près, sur place. Et donc, quand Miguel était là à dominer, forcément, ouais, ça m'a donné envie. Juste une question, parce que maintenant, justement, avec les réseaux sociaux, on voit comment les cyclistes se préparent. C'est la grande différence, c'est que maintenant, un jeune, il peut voir sur les réseaux comment ça se passe pour devenir pro, il voit les entraînements et tout. Mais dans les années 2000, c'était quoi la vie d'un jeune coureur cycliste? C'était plein d'inconnus, c'était tellement différent de ce qui se fait maintenant. Et moi, en plus, moi, je ne suis pas du tout issu d'une famille de cyclistes, même pas d'une famille de sportifs. Donc, cette approche, je ne la connaissais pas du tout, quoi. On voyait un petit peu les directs à la télé, les courses qui passaient, mais je connaissais quasi personne dans le vélo. Et puis, j'avais des amis qui étaient passionnés et qui essayaient de m'orienter un petit peu, mais j'ai découvert tout par moi-même. Ce qui peut-être a été une force aussi parce que la motivation que j'ai pu donner, elle ne venait que de moi, il n'y a personne qui m'a poussé là-dedans. Mais force est de constater qu'actuellement, c'est incroyable en fait, cette nouvelle génération, et forcément pas que dans le vélo, hein, mais l'accès à l'information qu'ils ont, ça change la donne complètement. C'est intéressant aussi, mais c'est tellement différent. Il y a eu des adaptements de vie quand on passe professionnel qui ont été un peu compliqués à suivre au début, genre j'imagine un cycle de sommeil plus régulier, peut-être une nutrition plus sélective. Est-ce qu'il y a eu des choses compliquées au début? Ce n'est pas des choses qui changent du jour au lendemain en fait, hein. Il faut savoir qu'à l'époque et actuellement encore forcément, le coureur, même adolescent, qui veut ou qui espère passer pro, vit déjà comme un pro. La seule différence, c'est qu'il n'est pas payé. Sinon, je vivais déjà comme un pro. Enfin, en tout cas, j'essayais de vivre comme un pro avec les connaissances que j'avais à l'âge de 14 ans, 15 ans. Et puis, les détails, petit à petit, s'améliorent et viennent s'accumuler pour peaufiner toute cette vie-là. Mais finalement, le fait de signer un contrat, il y a juste un salaire qui tombe à la fin du mois, mais sinon, il n'y a pas une grande différence. En gros, on est payé désormais pour faire ce qu'on faisait déjà depuis des années en fait. Exactement. Et donc moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler pendant ma carrière. Forcément, il y a eu des moments plus compliqués et plus contraignants. Mais quand je vois les gens qui doivent aller au boulot le matin et qui vont pour la plupart avec des pieds de plomb, de temps en temps en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Et quand c'était le cas, par exemple, les jours de pluie où il fallait aller s'entraîner, je me dis, t'as quand même une chance de dingue parce que quand tu étais gamin et que tu étais en vacances, tu avais exactement la vie que tu as maintenant. Et en plus, c'est mon métier, quoi. Donc, Justement, tu parles des jours de pluie. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des home trainers comme on a maintenant? Ou à l'époque, quand il pleuvait, il fallait sortir, pas grave? Non, il y avait quand même des home trainers. Après, les sessions étaient moins ludiques parce qu'il n'y avait pas, les plateformes sur lesquelles on pouvait se mesurer, mais avec un peu de motivation, il y avait déjà des films qu'on pouvait suivre ou de la bonne musique, donc ça allait. Et du coup, toi, tu étais plus quoi, sortir en temps de pluie ou home trainer? Alors, il y a eu une évolution par rapport à ça. Quand j'étais jeune, je me dis, ok, on y va et ça va forger le caractère. Et puis ça s'est transformé sur la fin de ma carrière en ok, on va y aller, mais on va le faire en 2 fois. Donc s'il y avait une longue sortie, je la coupais en 2 et puis ça me permettait de me réchauffer sur le temps de midi et puis de repartir après-midi. Et puis la troisième étape, ça a été ok, je fais du home trainer, quoi. Mais malgré tout,
Changer une sortie de 5 heures sur route en 2 fois 2 heures de home trainer, bon, ok, c'était la troisième étape, mais il fallait quand même le caractère pour le faire. Elle est venue à quelle heure cette troisième étape? À quel âge cette troisième étape? Ah, elle est venue sur la fin. Elle est venue au moment où je voyais pas mal de mes collègues partir en stage pendant 15 jours, 3 semaines pendant l'hiver, et où moi je me dis non, non, ok, je fais les stages de l'équipe, mais les stages perso, je reste à la maison et je préfère faire 7 fois la semaine, 2 fois 2 heures de home trainer que de partir encore hors de chez moi et enfin, loin de mes enfants et de mon épouse, quoi. Ah, c'est du coup de la notion de la famille qui t'a Ouais, plus ouais, ouais, poussé. c'était clairement la notion de la famille, ouais, parce que bon, après je suis casanier, mais le fait d'être au soleil, ça fait quand même du bien, mais loin de la famille, c'était compliqué, ouais. Et justement, par rapport à la notion d'effort, des sorties que l'on peut faire, je crois que tu en as parlé aussi, et il y a beaucoup de gens maintenant qui parlent que maintenant les entraînements et même le sport en général est plus dur qu'avant. Il y a beaucoup de gens qui parlent de carrières plus courtes dans le cyclisme parce que c'est plus compliqué justement les entraînements, tout ça. C'est un avis que justement à quoi c'est dû tout ça? Pourquoi maintenant ça a l'air d'être plus compliqué qu'on parle de Bah, carrières plus courtes? Alors, c'est pas plus dur physiquement, parce qu'on peut de toute façon difficilement exploiter plus que le maximum du potentiel des athlètes. Par contre, il y a une demande qui est bien plus importante et une exigence en fait bien plus importante. Donc, pour pouvoir rester dans le monde professionnel, qui plus est le World Tour, les athlètes doivent mettre plus de choses en place en fait, au niveau de la nutrition, au niveau des stages et des stages d'altitude et au niveau de tous les petits détails. Et en fait, tout ça cumulé fait que c'est plus difficile mentalement. Et donc, voilà, ça en découle que les carrières risquent d'être plus courtes parce qu'on n'a pas encore la confirmation, Ouais. parce que c'est une toute nouvelle génération qui est touchée par ça et on va voir d'ici quelques années si ça se vérifie. On va aller un peu plus loin dans ta carrière maintenant, on va revenir un peu sur des époques différentes de ta carrière. Mais avant tout, je vais te citer toutes tes équipes Mhm. et à chaque fois, tu vas essayer de me trouver un souvenir ou un moment fort qui a été associé à cette équipe-là. C'est OK Ouais. pour toi? Très bien. Du coup, la première, ben, on en parle, Landbo Credit Colnago. Alors, ma première équipe et ma première victoire sur ma première année professionnelle au Tour du Luxembourg. Donc, ça reste un souvenir incroyable, peut-être le meilleur souvenir d'ailleurs. C'était tellement inattendu. Donc, ouais. C'était quoi le contexte de la victoire? C'était Bah, je découvrais le monde du cyclisme professionnel. On était au mois de mai, j'étais passé pro en janvier. J'avais tout à découvrir. Et puis les circonstances ont fait que je me suis retrouvé dans l'échappée. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Je gagne l'étape, je gagne le général. Et c'était tellement inattendu que ça reste incroyable. Ok, la deuxième équipe, Cofidis. Premier grand tour aussi, avec le Giro 2006, donc grande découverte. Donc, et en fait, ouais, c'est des souvenirs liés au Grand Tour parce que c'est premier Grand Tour 2006, Giro, premier résultat dans un Grand Tour 2007 à la Vuelta avec une 11e place et premier Tour de France en 2008. Donc ouais, il y a eu une évolution dans cette équipe qui m'a permis après de monter d'un échelon ou deux. Ouais. Surtout qu'en plus, si je ne me trompe pas, en 2006, ça a été ton premier grand tour. Mais il y avait encore des noms de l'époque que tu as vu adolescent qui étaient avec toi. Il y avait encore Ulrich, je Ben pense, ouais, à ce moment-là. Ulrich, j'aurais pu le citer aussi en tant qu'idole. Après, je sais que voilà, il était décrié pour dopage, comme pas mal de gars de l'époque, mais je pense qu'il a payé sa dette et qu'on peut quand même le citer comme un gars iconique. Et malgré les erreurs qu'il ait pu faire, moi je le respecte et quand je le croise encore de temps en temps, parce que depuis quelques mois il revient dans le monde du vélo, c'est toujours avec beaucoup d'admiration. Ouais. Et donc, tu l'as croisé dans le peloton, en fait, sur un grand Donc tour. je l'ai croisé au Giro, mais ouais, forcément un peu de loin, mais ouais, c'était marrant. Ouais. Et du coup, la deuxième équipe, Columbia. Ouais. Donc ça c'est la grosse équipe de l'époque, plus de 80 victoires en 2009 et 2010 quand j'étais là. Et ce que je retiens, c'est le fait de côtoyer des grands champions en fait. J'ai fait les 2 Tours de France donc de 2009-2010 avec beaucoup de victoires de Cavendish. Je crois que c'est 10 victoires ou 11 victoires en 2 Tours de France. Ouais, là j'ai vraiment grandi en tant que coureur, en tant qu'homme. En tant qu'athlète, ouais, c'était une belle expérience. Tu as eu un moment fort, privé ou quoi? J'ai été champion de Belgique en 2009 du contre-la-montre.
Mais ça, c'était un moment individuel, forcément. Mais je retiendrai plutôt le global où c'était côtoyer des grands athlètes internationaux et participer aux 2 Tours de France avec énormément de succès. Donc c'est ça que je retiens d'abord. Et justement, le maillot champion de Belgique, ça fait quand même toujours quelque chose de le porter, j'imagine, dans une carrière. Ouais, c'est sûr. C'était un objectif. Donc, et je me rappelle que je sortais du Tour de France 2009. Je me suis fait violence après le Tour, dans la fatigue, dans la récupération, pour pouvoir justement préparer le championnat de Belgique tout seul ici. J'habitais déjà ici dans la région et c'était dur pendant un mois. Et puis j'ai réussi mon objectif. Donc, ça, c'était quand même un bon moment. En commençant ta saison, tu voulais avoir ce maillot de champion de Belgique en contre-la-montre? J'y pensais, mais c'était un championnat qui se passait mi-août, donc c'est quand même difficile de planifier toute la saison autour de ça, parce qu'on sait qu'il se passe beaucoup de choses. Mais finalement, tout s'est bien goupillé et puis j'ai réussi cet objectif. Ok. Autre équipe, Léopard Trek. Ouais, sans doute le meilleur souvenir, humainement. Beaucoup de gens t'associent encore, je trouve, à Léopard Trek. Ouais. Quand on parle de ta carrière, il y a un peu cette association avec les frères Schleck, Léopard Trek. Moi aussi, ça reste et je peux faire le comparatif avec maintenant, directeur sportif chez Lidl Trek, où je retrouve, je vais dire, une quinzaine de membres, staff, coureurs compris, qui officient toujours chez Lidl Trek maintenant. Et on en reparle souvent, on est 16 ans plus tard, 15 ans plus tard, et il y a toujours cet ancrage léopard, quoi. Donc on en reparle très très souvent. Et donc oui, l'année 2011, c'est forcément, c'est toute l'année, toute la préparation du Tour et puis le Tour de France. On se fait battre, mais Franck et Andy terminent 2e et 3e. Il y a un grand numéro de Andy au Galibier, où j'ai pu participer à la tactique de l'équipe. Oui, il me semble que tu t'es parti en échappée pour attendre. C'est ça, Andy avait perdu du temps et on voulait tenter un peu quelque chose d'incroyable, de partir très tôt. Et il fallait lancer des coureurs en éclaireur pour servir de rampe de lancement. Donc j'en faisais partie. Et Andy gagne l'étape du Galibier, l'étape mythique. Prend le maillot le lendemain. Bon, après, ça n'a pas suffi pour le garder au contre-la-montre, mais c'était un grand moment. Et comment on sent justement quand on est dans le Galibier, on a le 2e au général qui est derrière soi? Est-ce qu'on se rend compte qu'on vit un moment un peu historique, un moment d'histoire, ou sur le coup on se concentre juste sur l'effort? Non. Je pense que c'est pareil dans tous les sports, pour tous les athlètes. On ne peut être bon que si on vit l'instant présent. On ne peut pas trop penser à ce qui s'est passé avant et encore moins à ce qui potentiellement peut se passer après. Sinon on perd ses moyens ou en tout cas on n'arrive pas à extraire 100% de son potentiel. Donc non, à ce moment-là, il y a une tâche à effectuer, il y a une tâche à effectuer, il y a un pacing à respecter et un rôle à jouer. Point. Encore 2 équipes, du coup, il y a encore la Radio Shack. Ouais. Ça a été un peu la continuité de Léopard. Léopard aurait dû continuer. Après, pour des raisons financières, il y a eu cette fusion avec Radio Shack. Mais ça reste un très bon souvenir. Les frères Schleck étaient toujours là, d'autres nous ont rejoints. J'ai rencontré plein d'autres gars et c'était 2 belles années malgré tout avec qu'est-ce que je peux dire? J'ai encore refait le tour, 2012, 2013 et j'ai encore beaucoup appris. Ouais. Okay. Et dernière équipe, Lotto. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que fin 2013, il y avait des problèmes financiers avec Trek. Ils devaient repartir quasiment de zéro. Il y avait des contrats en cours qui devaient honorer et en gros, il n'y avait pas d'argent pour moi, en tout cas pas au prix que je valais. Et donc j'ai dû partir, vraiment à contre-cœur. Il fallait que je trouve une équipe qui me permettait financièrement de m'y retrouver et aussi, et peut-être avant même sportivement, de pouvoir poursuivre ma carrière. J'avais 30 ans à l'époque. Et donc je suis allé chez Lotto. Ça a été compliqué au début, franchement. Pourquoi ça a été compliqué? Parce qu'on me voyait plus fort que ce que je n'étais. Et rapidement, j'ai été un peu, rabaissé par certains dirigeants. Et donc, pour faire mon trou, c'était compliqué. Finalement, ça s'est mis en place petit à petit, mais il a fallu quasi 2 ans.
Et puis ça s'est bien terminé. Où enfin, ces gens-là, je ne vais pas les citer, mais ils ont compris qui j'étais de manière purement humaine et ce que je pouvais apporter à l'équipe. Et 2019 a été une bonne année. Ouais. Ok. Mais justement, pour bien comprendre, j'ai peur de confondre. Mais du coup, l'auto, c'est après ta 5e place sur une Vuelta. C'est ça. Oui, je fais 5e à la Vuelta en 2011. Mais donc, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit, bah, il a fait 5e à la Vuelta. Oui, peut-être. Et moi aussi, j'aurais dû, ou selon eux, et donc moi aussi, j'aurais dû terminer quasiment de manière automatique dans le top 10 de tous les grands tours auxquels je participais. Ça a quasi été le cas la première année ou la deuxième année chez Lotto, en 14 et en 15, où je doublais chaque fois Giro Vuelta. Mais c'était quand même pas une garantie du tout, c'était compliqué. Et au-delà du top 10, on a quand même beaucoup moins de retombées pour l'équipe. Donc voilà, c'était pas une réussite, je vais dire. Et maintenant, je pense que j'ai le recul pour dire que c'était peut-être une erreur d'avoir été chez Lotto. J'aurais dû peut-être mieux orienter ma carrière et aller dans une équipe, rester dans une équipe internationale avec un rôle plutôt d'équipier. Mais voilà, c'est mon erreur aussi. Donc, sans finalement grand regret non plus. J'ai vécu des belles choses et humainement aussi. Il y avait plein de gars super intéressants chez Lotto pendant 6 ans. La Vuelta, donc c'est en 2011, si je ne me trompe pas, Ouais. la Vuelta 2011. Cette 5e place, c'est un peu genre, c'est ton plus beau résultat en grand tour. Est-ce que tu sais d'où c'est venu cette performance-là, à ce moment-là? Non, je ne sais pas d'où elle est venue et je ne le saurai jamais. Non, mais clairement, elle est inexplicable. En fait, le contexte, c'est que je fais le Tour de France donc de cette année-là. Je démarre le Tour de France malade, en fait. Je suis malade la semaine avant. J'arrive au Tour avec pas mal de doutes, mais au bout de 2-3 jours, je récupère complètement. Je suis à mon meilleur niveau. Je fais mon job d'équipier et puis avec pas mal de succès, et je suis à un bon niveau. Et je finis le Tour lessivé. Complètement lessivé. Et je sais que je vais à la Vuelta il y a 4 semaines ou 5 semaines. Et voilà, j'essaye de gérer au mieux cette transition de 5 semaines où on est entre essayer de récupérer d'abord et perdre le moins de conditions possible. Mais ça ne va pas en fait. Sincèrement, pendant 3 semaines et demie, je roule en vélo, mais si c'est pas possible quoi en fait. J'avance, mais jamais je peux faire un résultat à la Vuelta. Et je me rappelle très bien un jour précis, pendant la sortie, ça s'est débloqué, incroyable. Je me dis ok, c'est fini, j'ai récupéré. Je ne sais pas l'expliquer vraiment, mais Donc, une semaine avant la Vuelta? Ouais, genre 10 jours avant. Ok. 10 jours avant, ça s'est débloqué. Je dis ok, là j'ai encore 4-5 jours pour refaire quelques bons entraînements pour me remettre sur les rails. Et puis je suis arrivé à la Vuelta, je dis ouais, c'est sûr, je suis prêt, je suis bien. Et ça s'est vérifié tout de suite, on gagne le chrono par équipe. Et après, je pense que j'ai eu la meilleure condition de ma carrière sur ce grand tour-là. Ouais. Tu t'attends un jour à trouver la réponse de comment ça se fait que ça ait réussi aussi bien à ce moment-là et que la saison d'après, tu essayes de recréer Non, je ne le des trouverai trucs plus, parce qu'on est 15 ans plus tard, je ne le trouverai plus. Ouais. Mais je sais que, voilà, heureusement, l'entraînement, c'est toujours un art, quoi. Donc l'art, vous êtes bien placé pour le savoir, tu amènes quelque chose d'humain et tu le confrontes à certaines théories, à la science en l'occurrence pour l'entraînement, et puis ça donne quelque chose. Mais le fait qu'il y ait ce côté humain à gérer, t'es pas sûr de ton coup, quoi. C'est pas forcément très mathématique. Heureusement qu'il y a encore ça. Oui, heureusement. Tu penses que ça va disparaître Non, ça ne disparaîtra jamais, parce que il y aura... ce sera de plus en plus... on va dire que les erreurs seront de moins en moins fréquentes, peut-être. Mais il y a toujours ce côté humain que les entraîneurs devront toujours avoir pour se dire, ok, il y a cette théorie, mais pour cet athlète-là en particulier, ça ne marche pas forcément et il faut un peu agir différemment. Est-ce qu'à un moment, tu as cru que le podium était réalisable ou la 5e place, tu te dis ok, c'est le mieux que je puisse faire et je garantis cette 5e place? Ouais, non, le podium était injouable en fait avec il y avait Froome et Wiggins, un équipier chez Sky, qui jouait les premiers rôles. Kobo qui gagne la Vuelta mais qui est déclassé. Il y avait encore Menchov.
Et peut-être que Mollema, qui est chez Lidl Trek maintenant, c'est marrant, mais j'aurais pu un peu le challenger un peu plus, mais podium jamais de la vie, non. Vous en reparlez chez Lidl Trek de cette Vuelta-là? Non, parce que médiatiquement, elle n'était pas hyper intéressante. Et d'ailleurs, des fois, on a beaucoup d'Espagnols dans l'équipe et ils reparlent de ce duel avec Cobo et, pour Wiggins et Froome. Et des fois, je me dis, ouais, vous saviez que j'étais 5e. Ah bon? Ah ouais. J'étais juste derrière, en fait, Et moi. puis, et c'est vrai que ça arrivait plusieurs fois, en fait, où dans des discussions comme ça à table, je dis, ouais, j'étais là. Mais non, ça a un peu passé inaperçu. Parce qu'on parle de la Vuelta, mais j'ai un concept sur ma chaîne qui s'appelle la course de leur vie, où je retrace un peu les courses, les meilleures courses, ou celles où quelque chose de dingue s'est passé pour un cycliste. Toi, si tu devais définir la course de ta vie, la course où vraiment il s'est passé quelque chose, pas forcément que tu aies gagné, mais ça peut être aussi une que tu as gagnée, mais quelque chose où tu en ressors super fier, ce serait quoi la course de ta vie? Il y en a eu plein. Mais effectivement, le Galibier avec le Tour de France 2011 avec Andy et son numéro, c'était sympa. Et puis il y a eu ce côté médiatique en fait. C'était forcément en direct à la télé, c'était l'étape reine du Tour, une victoire incroyable d'Andy. Et j'ai amené ma pierre à l'édifice. Donc le moment est incroyable, mais ce qui en est ressorti aussi, et on est 15 ans plus tard et on en parle. Et les gens m'en parlent encore, donc ce jour-là était particulier et il restera. C'est l'étape dont encore maintenant on te parle encore le plus souvent. Ouais, on en parle, parce que c'était annoncé par l'organisation du Tour comme étant l'étape mythique de cette édition-là. Andy a écrit clairement une page d'histoire du cyclisme. La tactique était très audacieuse et j'ai participé à cette tactique-là très humblement, donc ça restera. Et justement, j'ai la question inverse. Et j'en ai noté une que tu as dit dans une interview, donc voir si c'est celle-là dont tu parles ou pas, mais c'est quoi la pire course de ta vie? La course où tu dis non, là c'est trop. Je dirais peut-être, il y a une étape du Giro 2014. Ça va, c'est celle que je notais, donc ça va. Ah ben voilà. C'est la pire, pas par rapport à la performance, mais c'est la pire par rapport au vécu, où on part de Ponte di Legno, on voit qu'il neige sur le Gavia, et le départ est donné quand même, malgré une espèce de consensus entre les coureurs pour ne pas attaquer, en tout cas dans le Gavia et dans le Stelvio, et de se faire la guerre dans la montée finale. Et puis assez rapidement dans le Gavia, il y a un mec qui attaque, et puis la course est lancée. Et à mi-pente du Gavia, la neige, la pluie qu'on avait déjà se transforme en neige forcément avec l'altitude. Il commence à faire vraiment froid. Je suis vraiment bien habillé, donc ça va dans la montée, mais dans la descente, c'est un enfer. Franchement, c'était dangereux. Ouais. C'était vraiment dangereux. Dans la descente dans la neige, je ne savais pas où j'allais. Et puis dans le Stelvio, c'est la même chose. Et la même chose se passerait aujourd'hui. Déjà, non seulement l'étape est annulée, mais l'étape n'a même pas lieu. Il n'y a pas de départ ce jour-là. Et donc c'est assez incroyable de se dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait une étape, on s'est mis tous en danger. Heureusement, il n'y a pas eu de graves problèmes. Mais c'était l'enfer. Et à l'époque, l'annuler, ça aurait été possible ou c'était inenvisageable? Genre qu'un cycliste aille parler à la direction de course en mode on ne peut pas la faire? Après, si, c'est possible d'annuler une étape à partir du moment où c'est juste pas possible parce qu'il y a 10 cm de neige sur la route. C'était pas le cas. Il y avait un peu de neige, il y avait un peu de résidus, mais c'était possible de rouler en vélo. On voit les images, sur les côtés, c'est super impressionnant. Par contre, non, sur les côtés, forcément, les blocs de neige qui sont sur les côtés. Au mois de mai, il y a encore beaucoup de neige, mais c'était surtout des flocons énormes qui tombaient. Alors après, ça tenait pas vraiment au sol, donc il pouvait se dire qu'il n'annulait pas. Mais je suis à 100% convaincu que les mêmes circonstances aujourd'hui, il y a annulation complète. Ok. Ouais. Écoute, on a un peu brossé le portrait de ta carrière. Bon, c'est la surface, mais c'est parce que on va pas prendre trop de temps non plus. Mais du coup, je voulais voir un peu cette fin de carrière en 2019. Comment tu l'as vécu? Parce que j'ai appris en fait que tu as terminé en 2019, mais tu avais peut-être une prolongation sur la table à ce moment-là. Du coup, comment tu as vécu cet arrêt en 2019? En sachant que tu as échappé au Covid. Donc, non, il y a plein de trucs. Je vais essayer de la faire courte. J'ai expliqué que chez Lotto, c'était pas top, mais 2018, puis surtout 2019, où je sais que je ferai le tour dès le début de saison, un tour en tant qu'équipier, donc un rôle différent, en tout cas chez Lotto.
Et j'étais super content, je retrouve la motivation pour repartir en stage d'altitude. Donc ça se passe bien. Je fais un bon début d'été, je fais une bonne préparation pour le tour, je fais un bon tour avec un bon boulot pour Caleb Ewan qui gagne 3 étapes. Thomas De Gendt en gagne une de manière individuelle. C'était un vrai succès. Et à l'époque, le manager John Lelang m'avait promis de renouveler mon contrat. Ça devait être fait au Tour de Suisse en juin. Et puis, pour des raisons diverses et variées, on ne se voit pas. Et puis, ça a toujours été reporté. Donc, départ du Tour. Et puis après, il me dit première journée de repos, deuxième journée de repos. Finalement, on se voit à Paris. À Paris, il y a le succès, il y a la victoire d'étape de Caleb. Donc, il y a un peu l'euphorie et tout, on ne se voit pas. Et puis, je dis, mais putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et je rentre un petit peu dans une réflexion personnelle où je me dis, bah ouais, c'est peut-être la fin, quoi. Bon, je vais avoir 37 ans, peut-être que c'est le moment aussi. Et je suis dans cette réflexion-là, j'essaye de rappeler Lelang qui ne me répond pas, enfin, c'est un truc de dingue. Et puis, il y a le décès tragique de mon équipier Björn Lambrecht au Tour de Pologne en août. Au moment où moi, je suis dans cette réflexion-là. Et là, c'est un déclic, en fait. Je suis extrêmement triste, puis je me dis aussi, mais ouais, c'est bon, quoi. J'arrête, je peux plus vivre ça. Il me faut autre chose. Ouais. Et voilà. Donc je suis prêt à arrêter, j'appelle même plus Lelang. Et ça se passe, on est au mois d'août, je fais ma course là au Tour de Renewy Tour. Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça, Big Bang à l'époque. Et puis je fais la fin de saison tranquille. Et je me rappellerai très bien, je suis au festival de musique ici à Hawaï. On est début septembre et là je reçois un appel de Lelang qui me dit « Ah ben voilà, ton contrat est prêt. » Putain, ok. Mais si tu veux aussi, tu peux devenir directeur sportif. Et ça, c'était la grosse surprise, quoi. Tu y pensais avant Non, pas du tout. Parce qu'en fait, moi, je voulais pas repartir sur les routes et tout. Entre-temps, j'avais passé mes diplômes d'entraîneur et je me voyais plus comme entraîneur à bosser à la maison, à aller sur quelques courses, mais pas repartir 150 jours par an. Ouais. Et donc voilà, il y a cette annonce-là et en fait, assez vite, quasiment instantanément, je me dis, bah oui, je vais essayer, quoi. Je vais au moins essayer d'être DS une année. C'était de toute façon un contrat d'1 an et je me dis, ouais, pourquoi pas, j'essaye. Et donc voilà, Et là, il se passe un truc, il se passe un petit truc mondial qui se passe. Oui, ben oui. L'année est un peu courte. Exactement, donc je démarre le début de saison, on va dire apprenti DS parce qu'il faut apprendre, c'est plus quasiment un stage d'observation que vraiment du boulot. Et au moment où j'allais pouvoir voler de mes propres ailes, un petit peu en tout cas, il y a le Covid. Il y a le Covid qui est là. Et un Covid salvateur pour moi finalement. Avec forcément tout le respect pour les gens qui en ont souffert d'une manière ou d'une autre. Mais pour remettre le contexte, on est fin mars, début avril 2020. Il fait magnifique en Belgique. Moi, je viens de finir ma carrière et je retrouve cette bulle d'air en fait à la maison avec les enfants. Il fait magnifique. Ok, il y a un contexte incroyable, mais finalement, pour moi, perso, ça va. On est bien, je passe du temps à la maison, je roule en vélo, je cours à pied, les enfants sont là. Et je me dis même, je crois que je vais choisir une vie à la maison. Je dis ça à mon épouse, elle me dit, bah ouais, ça va pas marcher parce qu'on a toujours... On n'a jamais connu que ça. Et passer de 150 jours à l'étranger à zéro, ça ça va pas marcher. Il faut trouver un compromis. Et elle avait raison, forcément. Et puis, donc, les courses reprennent en juillet, fin juillet, avec une saison hyper dense, où je suis propulsé premier directeur sportif, donc avec plein de responsabilités partout. Je suis pas prêt, je fais plein d'erreurs, mais j'apprends beaucoup. Et se termine cette saison 2020 où je me dis ok, il faut que je rempile, quoi. Il faut que je rempile au moins pour 1 an parce qu'il faut que je vois où ça va me mener et tout. Et donc le contrat qui m'est proposé, c'est 2 ans. Et donc je repars sur 2 ans. Je me dis ok, on va voir, c'est que 2 ans et si je veux arrêter après, j'arrête. Et je repars sur 2 ans et j'apprends et je prends du galon aussi. Il s'avère que je suis pas mauvais dans mon job.
Ce qui est toujours un avantage globalement dans la vie. Ouais, c'est ça. En tout cas, je gagne de la crédibilité. Et puis après, ce qui se passe aussi, c'est que je suis pas satisfait du management à l'époque, où je vois que pour faire le tour de ce métier que je veux découvrir, je dois aller voir ailleurs pour au moins ne pas avoir de regrets. Et donc, j'essaye de trouver autre chose qui me correspond mieux pour faire le tour de ce job-là. Ouais. Et je trouve ce truc chez Lidl Trek en 2024. Et vu le passif en plus avec Léopard Trek. Mais en fait, ce que je voulais retrouver, c'est un environnement sain. Après, oui, chez Lidl Trek, il y a aussi le projet sportif, mais quand j'ai voulu retourner là, c'était pas pour le projet sportif parce qu'ils n'étaient pas encore avec Lidl à l'époque. Ouais. Et oui, j'ai eu un coup de bol parce qu'ils ont trouvé Lidl et il y a un gros projet sportif. Mais pour moi, il y a avant tout de l'humain. Et là, je suis épanoui. C'est ma 3e saison chez Lidl Trek. Et humainement, je suis extrêmement épanoui. Alors, ce n'est pas forcément le métier que je voulais à la base. Mais là, j'ai trouvé mon équilibre. Je suis parti environ 120 jours par an. Mais finalement, ce n'est pas trop loin de l'équilibre familial que je cherche. J'ai énormément de satisfaction professionnelle. Je prends énormément de plaisir dans mon job. Humainement, je l'ai déjà dit, c'est peut-être le must. Et je côtoie le haut niveau et ça, c'est un truc que j'ai découvert, que rester au contact du très haut niveau, c'est quelque chose dont j'ai viscéralement besoin. Ça veut dire que c'est pas pour me la péter, parce que je suis plutôt quelqu'un de discret et je m'affiche pas trop, mais c'est plutôt par rapport aux relations que je peux avoir avec ces gens du haut niveau. C'est des gens qui se plaignent pas, qui vont de l'avant, qui, s'il y a un problème, ils vont chercher la solution, ils vont pas regarder derrière. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans la vie normale, en tout cas chez peu de gens. Mais là, c'est quasi une généralité et c'est quelque chose que au-delà du sport de haut niveau, c'est le besoin de la mentalité du sport de haut niveau que tu recherches. Oui, en fait, je ne sais pas ce que c'est l'œuf ou la poule qui arrive en premier, mais c'est exactement ça. Je pense que pour arriver à ce niveau-là, en tant qu'athlète, ou même certains jobs dans le staff, il faut avoir une certaine mentalité, très résiliente, de vainqueur, même dans le staff en fait. Et c'est ce qu'on retrouve. Et qui plus est dans une équipe comme Lidl Trek maintenant qui vise le top, il faut être au top individuellement. Et ça se retrouve, et ça se ressent, et c'est quelque chose quand même d'assez incroyable à vivre au quotidien. Parce que justement, il y avait un point que je voulais aborder avec toi qui est un peu hors cyclisme mais que je trouve assez intéressant comme paradoxe. En 2019, j'ai vu une interview de toi, tu disais que justement tu avais un rapport à la souffrance un peu compliqué parce que tu dis que tu ne pouvais plus encaisser la souffrance comme avant. Et sauf que 3 ans plus tard, je trouve une interview de toi où tu dis que le trail que tu fais actuellement, tu souffres davantage en trail qu'en vélo. Non, mais c'est différent. Je souffre musculairement en fait, je voulais dire. En trail, si on en parle une seconde, c'est des douleurs. Juste pour expliquer, le trail maintenant c'est devenu vraiment ton hobby hors du vélo, c'est le trail. C'est ma passion que, en fait, en gros, j'ai toujours eu la passion pour la nature, pour la montagne notamment, surtout pour la montagne. Et puis j'ai découvert, comme tout le monde, l'émergence un petit peu du trail après 2008 en fait. Et puis toutes les années de 2010 à 2020. Et moi, quand j'étais sur la fin de ma carrière, je me dis, ça a quand même l'air bien ce truc d'évoluer en montagne. J'ai peut-être les capacités de le faire et je me dis, au moins j'essayerai quoi. Et puis c'est un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai arrêté le vélo. J'ai commencé à courir à pied dans les bois et dans la montagne pour voir ce que ça faisait et ça m'a beaucoup plu, quoi. Et donc oui, pour en revenir à ce que j'ai dit par rapport à la souffrance, en fait c'est une souffrance différente. Quand on est cycliste pro, on doit souffrir dans l'effort et dans l'intensité de l'effort. C'est quelque chose de très difficile, il faut aller chercher dans l'intensité physique, mais on a besoin de beaucoup de mental pour aller à 100% de ses capacités. Et donc ça, c'était un truc qui était plus possible pour moi. Les 2 dernières années, je ne pouvais pas aller à 100% de mes capacités physiques parce que le mental m'en empêchait.
Et en trail, je ne vais pas à 100% de mes capacités. D'ailleurs, des fois, quand je fais des courses plus courtes et qu'il faut courir vite, bah, en fait, ma tête dit non avant que je sois vraiment au bout. Ouais. Mais par contre, je découvre des difficultés musculaires et des douleurs musculaires que j'ai jamais eues en vélo, parce que ça fait, il n'y a pas de vraie douleur musculaire. Et donc là, oui, il y a de la douleur qui apparaît, des nouveaux trucs, et c'est plus douloureux qu'en vélo, donc c'est ça que je voulais dire. Ok. Et justement, donc on va un peu entamer la partie après la carrière cycliste, donc le trail, mais est-ce qu'il y a des choses que justement tu ne te permettais pas de faire en tant que cycliste, qu'une fois que tu es devenu directeur sportif, tu dis ok maintenant je peux faire ça. Ça peut être, j'imagine, j'ai cru entendre une fois dire qu'avant tu t'interdisais de commander des pizzas quand toi et ton épouse n'avaient pas le temps le soir, et du coup nous on commande une pizza parce que on a faim, il est 22h, toi tu te l'interdisais à l'époque où tu étais cycliste. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que après ta carrière tu t'es autorisé à faire que tu ne faisais pas avant? Bah oui, tout. C'était Les peut-être... soirées. Ouais, non, mais en fait, il y a aussi tout un contexte et un cheminement. C'est que la vie de coureur cycliste, c'est vraiment une vie monacale, c'est vraiment compliqué quand on veut bien le faire. Et on s'interdit tout. On vit quasiment en marge de la société et c'est très compliqué pour nous, mais aussi pour l'entourage. C'était un des trucs que je voyais arriver au bout du tunnel à la fin de ma carrière. Je me dis, je vais enfin vivre normalement et enfin faire tout ce que j'ai envie de faire, pour me rendre compte après quelques mois, après l'arrêt de ma carrière, que ouais, je vais vivre normalement, mais moi j'ai aussi besoin en fait de sport, j'ai aussi besoin d'entraînement, j'ai besoin de transpirer, j'ai besoin de vivre sainement. Oui, j'adore boire ma bière, mon verre de vin, manger de la pizza aussi, mais voilà, j'ai besoin de vivre sainement. Donc je ne fais pas non plus n'importe quoi, parce que j'y retire aussi beaucoup de satisfaction. Et donc il m'a fallu quelques mois pour trouver un équilibre qui est le mien depuis 5-6 ans, où je suis super bien en fait. Je me sens plus en forme que quand j'étais coureur, parce que quand j'étais coureur cycliste, j'allais trop loin, enfin comme tous les coureurs, on allait trop loin dans l'effort, donc en fait on est moins en forme que ce qu'on pense, on est vraiment à la limite toujours de ce que le corps peut accepter. Et là, je fais 1 à 2 heures de sport par jour quand j'ai le temps, et ça fait 7-8 heures par semaine, et c'est vraiment un super équilibre pour me sentir bien, quoi. Donc là je suis mieux qu'avant. Ah, mieux qu'avant, carrément. Ouais, je suis mieux qu'avant. Je suis plus heureux, il y a moins de stress, je suis plus épanoui dans tout. Ouais, c'est plus facile. En tant que directeur sportif, tu as moins de stress au quotidien dans ton Alors, sport? ouais, le stress est différent. Il faut bien faire les choses. Il faut extrêmement bien préparer ses courses. Mais une fois que la course est lancée, oui, il y a un peu de coaching, mais qui a été préparé. Donc, il y a peu d'improvisation finalement, et c'est au coureur de délivrer les résultats. Donc, il y a moins de pression par rapport à ça. En tout cas, c'est une pression que moi, je gère beaucoup plus facilement. Ok, mais du coup, j'ai pas eu ma réponse à est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'étais autorisé que tu ne t'autorisais pas avant? Parce que tu parles de. Tout. Tu aimais bien ton verre de vin, ta petite Ouais, non, bière. mais en fait, je ne m'interdis plus rien quand j'ai envie de le faire. Ouais. Je ne sors pas beaucoup, mais si j'ai envie de sortir, je sors. Je ne bois pas énormément, mais si on a envie d'une bonne bouteille de vin, quel que soit le jour de la semaine ou quelles que soient les circonstances, voilà. Tandis qu'avant, tu te freinais justement par Ah ouais, rapport non, à. avant c'était zéro, et c'était que très ponctuellement et sporadiquement. Ok. Écoute, là j'arrive à ma dernière fiche et ce sont des questions qui ont été écrites par Monsieur Joufflu, qui est la personne derrière cette caméra. C'est des questions beaucoup plus courtes, un peu plus originales. Ok. Donc je pense que les réponses vont être un chouïa plus courtes, mais voilà, il y en a un peu plus. Donc la première question, et encore une fois, si tu n'es pas content des questions, ce ne sont pas les miennes, ce sont Ça va. les questions d'une autre personne. Si tu avais pu faire carrière dans un autre sport, ce serait lequel? J'aurais aimé être trailer, mais ouais, c'est un sport qui émerge seulement, qui est très peu connu finalement, mais je les admire. Après, j'aurais juste aimé parce que j'en aurais pas été capable au niveau de la souplesse que je n'ai pas justement dans les jambes et tout ça, et ces capacités-là, mais je les admire beaucoup. Ouais. Et c'est un sport tellement ingrat parce qu'il y a énormément de blessures. Il y a 2-3 événements par an, donc il faut vraiment être là, présent. Et on n'est jamais à l'abri d'une blessure qui arrive même sans crier gare. Et donc, ouais, j'ai beaucoup d'admiration. Ouais. Est-ce que tu avais un rôle modèle en dehors du vélo? Un rôle modèle? Ouais, un sportif que tu aimais dans une autre discipline qui t'a un peu inspiré, mais en dehors du vélo?
où toutes les personnes que tu regardais avec des étoiles dans les yeux, je veux dire, étaient dans le vélo? À l'époque, je ne regardais que le vélo. C'est seulement depuis que sur la fin de ma carrière, que j'ai commencé à admirer beaucoup de sportifs. Alors, je ne pourrais pas donner un nom en particulier, mais je suis assez fan de tous ces reportages insight sur les sportifs. Et je suis assez fan aussi d'échanger avec d'autres sportifs. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer des grands sportifs d'autres disciplines. Et c'est toujours incroyable, en fait, que ce soit les regarder sur un reportage ou les côtoyer, discuter avec eux, quelle que soit la discipline. Ben, il y a ce point commun de la passion, il y a ce point commun du travail, de l'abnégation, et aussi de ce côté hyper fragile et rempli de doutes, alors que certains sont des icônes mondiales, mais en fait, c'est des êtres humains remplis de doutes. Et tout ce mélange me donne une admiration vraiment sans fin pour tous les grands sportifs. Ouais. Ok. Est-ce qu'en dehors du trail, justement, est-ce que tu as une passion ou un hobby secret? Tu es collectionneur de quelque chose, tu chasses les insectes le week-end? Je ne suis pas du tout matérialiste. Non, j'ai pas de hobby secret, sincèrement. Ouais. Non, vraiment pas. La montagne en général, mais bon, je l'ai déjà évoqué, mais que ce soit en ski alpin, en ski de rando, en rando tout court, en escalade, j'essaye de m'initier au parapente, le trail, tout ça. Dès que c'est en hauteur, ça sonne. Ouais, mais si je pouvais déménager à la montagne, s'il n'y avait pas les enfants à l'école ici, par exemple, je pense que je le ferais et mon épouse me suivrait. Ouais. Bon, ça va, Ewaï, on est haut en Belgique, Ewaï déjà. Ouais, bah, par rapport à plein d'endroits. Moi dans qui le habite pays. Mons, on est déjà beaucoup plus haut. Ouais, on est haut, mais les reliefs L'autoroute, elle a monté. les reliefs sont pas encore assez hauts. Ouais. Une course que tu n'as jamais fait, que tu aurais voulu faire? Course que j'ai jamais faite, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, Ouais. mais j'ai pas de regret de ne pas les avoir Ouais. fait. Sincèrement, et on en parle souvent parce que avec les coureurs, c'est toujours des bons moments aussi. J'en reviens à ces rôles modèles que j'aurais pu avoir, mais par exemple le directeur sportif, quand on va au départ, on est dans le bus avec les coureurs. Donc nous on prépare notre course, mais souvent elle est prête. Donc en gros, on est là et il y a un transfert vers le départ et on écoute les coureurs et c'est toujours des conversations incroyables. Et on parle parfois, ah t'as jamais fait Roubaix, mais c'est incroyable, mais pourquoi? Et je dis mais non, aucun regret quoi, vraiment aucun regret. Je suis super content. Même la curiosité un petit Mais peu. je serais super content de vous regarder à la télé la prochaine fois. Non, vraiment pas. Et non, sur d'autres courses, non, je les ai fait toutes, hein, donc à part ces deux-là. Donc, ouais. Ok. Et autre dernier point, si tu devais imaginer le Grand Prix Montfort, où est-ce qu'elle démarrerait et quelle route elle utiliserait? Bonne question. Ah, super. Ce serait un Liège-Bastogne-Liège remodelé avec des super courses beaucoup plus régionales. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à ESSO qui organise Liège-Bastogne-Liège. Je leur ai dit, mais il y a moyen d'éviter des trucs là. Vous allez toujours tourner à la haute levée qui n'a plus aucun intérêt depuis qu'elle a été faite comme ça avec cette berne centrale. Et, eux, ils veulent pas en déroger. Donc voilà. Mais moi, ma course, ce serait un truc où il y aurait des bosses de Liège-Bastogne-Liège, mais où je ferais découvrir plein de petites routes hyper sympas. Où vraiment ça pourrait être très intéressant. Tu as déjà pensé à créer ta course? Non, à créer ma course, non. C'est vrai que... Mais est-ce que tu l'as déjà conceptualisé un peu? Non, par contre, j'avais envoyé des vrais fichiers et un vrai dossier à ESSO par rapport à... Pas refaire tout le parcours de Liège, mais en tout cas remodeler un petit peu, notamment cette approche de la redoute. Depuis que Pogacar y est et qui démarre et qui laisse tout le monde là, ça a un peu changé, mais sinon c'était un peu une course aseptisée. Et je trouvais que justement cette approche de la redoute était un peu nulle et même un peu dangereuse dans cette descente qui passe très proche d'ici. Il n'y a jamais eu de catastrophe et j'espère qu'il n'y en aura jamais, mais j'aurais aimé une autre approche. Et donc oui, là-dessus j'ai passé un peu de temps, mais bon, ça a jamais... Il n'y a jamais eu de vraie suite. Ok. Et l'autre partie, ça, j'espère que tu ne te feras aucun ennemi. Et encore une fois, si c'est un problème, c'est joufflu. On va avoir besoin de noms de coureurs. Pour toi, quel est le coureur le plus sous-estimé, de toutes les générations confondues?
Le coureur dont on ne se rend pas compte à quel point il a été important, à quel point il était bon. Mais ça, j'ai toujours eu ma théorie là-dessus, sur les sous-estimés et les surestimés. Je ne peux pas donner de nom, mais par contre, c'est jamais qu'une histoire de médias, en fait. Ouais. C'est jamais qu'une histoire de médias, d'un journaliste ou même de pseudo-journalistes qui vont dire « Ah ouais, mais celui-là, il est sous-estimé. Ah, celui-là, il est trop payé. Ah, celui-là, il aurait pu faire plus. » Ou voilà, peu importe, dans les deux sens. Mais en fait, en interne, on est extrêmement bien au courant de ce que peut faire un coureur, de ce qu'il ne peut pas faire et de s'il est payé à la juste valeur, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais aucun coureur qui est venu avec un flingue sur la tempe d'un manager et lui dire tu me payes ça quoi. Non, c'est toujours de l'argent qui est venu d'une manière ou d'une autre parce qu'il le mérite, pour une raison ou pour une autre. Et donc, sincèrement, dans mon rôle à moi, je n'ai jamais vu un coureur sous-estimé ou surestimé. Toujours, on sait exactement ce que le coureur peut donner à une équipe. Moi, je trouve, de mon point de vue, c'est que mon approche du cyclisme, elle a un peu changé quand, au lieu de regarder le sprinter, j'ai regardé le poisson pilote du sprinter. Et je trouve que justement, moi, ce serait un peu justement mon avis sur ça, c'est que la personne sous-estimée, c'est le poisson pilote qui fait tout le travail pour l'amener. Et je trouve que j'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder les sprints une fois que j'ai cette approche-là de regarder le travail. C'est super intéressant. Et il y a d'autres choses aussi, hein, si on prend cet exemple du sprint, il y a aussi le mec qui va, si vous suivez les courses maintenant, notamment dans les très grandes courses comme le Tour, il y a les équipes qui se mettent en place une à côté des autres et les équipiers les uns derrière les autres, super loin de l'arrivée, genre à plus de 50 bornes. Et à la TV, si on ne s'y connaît pas, on se dit ça roule en bloc, ça roule en peloton, ça avance pas. Si déjà ça avance super vite. Et il n'y a absolument aucun millimètre où se mettre en fait. Chacun a sa place et c'est clairement déterminé. Et donc ce mec-là qui roule en tête, qui développe des watts incroyables où ça ressemble à rien, mais c'est tellement important ce rôle-là. Et il faut être tellement fort pour pouvoir tenir des dizaines de kilomètres là au millimètre, à pas se faire prendre la place et à avoir la responsabilité de toute l'équipe derrière soi. Et on n'en parle pas en fait. On n'en parle pas. Il faut vraiment s'y connaître pour arriver à valoriser ce job-là. Mais voilà, prochaine fois que vous regarderez, vous penserez à ce gars-là qui délivre un travail incroyable. Qui est le coureur le plus humble du peloton? Le plus humble du peloton, mais j'en ai plein, mais je les retrouverai quand je serai chez moi dans 2 heures. Tu peux m'envoyer un message Instagram pour me dire lequel est le plus humble. Non, mais pas des exemples. J'ai une mauvaise mémoire comme ça. Pour retrouver comme ça tout de suite un mec hyper humble. Et il faut que ce soit aussi quelqu'un de connu, quoi, parce que sinon, peu importe. Des mecs humbles. Mais je dirais que pour faire une réponse hyper générale, mais j'ai une autre théorie, qui est que le coureur cycliste, de par l'effort qu'il doit fournir sur le vélo et de par la difficulté de son sport, est humble de nature, ou il le devient, mais très tôt, dans son adolescence. Parce que quand on est sur le vélo, quel que soit le niveau, et quelles que soient les capacités de l'athlète, on se prend des claques. C'est dur, hein. Il y en a qui ont plus de succès que d'autres, et il y en a qui se prennent plus de claques que d'autres, mais de toute manière, c'est dur. Et donc, ça rend humble. Je connais très peu de mauvaises personnes chez les coureurs. Très, très peu. Et donc, il y en a. Ouais, il y a des gros coups et il y a des cons, c'est sûr, mais comme partout. Mais de manière générale, beaucoup moins que dans la vie normale hors cyclisme. Pour le moment, on n'a pas encore eu un nom. Donc, non, on espère que le prochain, on en aura je un. vais pas en donner. Le coureur le plus marrant. Le plus marrant. Et je dirais, je vais parler dans ceux que je connais, Sam Oomen. Sam Oomen, un coureur hollandais chez Lidl Trek, qui est un super coureur, hein, mais qui a un espèce d'humour incroyable et une répartie incroyable. Donc il est peu connu, mais en interne, c'est assez sympa. Qui c'est qui a les meilleurs goûts musicaux? Alors... Qui a la meilleure playlist Spotify dans la voiture?
pas Matthias Vacek, qui est un peu comme moi dans des trucs rétro dégueulasses. Voilà. Il y aurait peut-être que Jacopo Mosca, moins connu, mais ouais, lui, c'est un bon équipier qui arrive à trouver les bons morceaux. Ok. Ouais. Et le dernier, qui est le cycliste qui a les meilleures anecdotes en soirée? Par contre, Vacek, il est très bon là-dessus. Mais c'est des jeunes. Hein. Donc, ces musiques pas ouf, mais ces anecdotes, elles Ouais, valent de non, l'or. mais les mecs qui. Ouais. Lui, il est pas mal. Et puis, avec Lidl Trek, on a fait un team building là, chez Lidl, justement, en Allemagne, et où c'était en octobre. Et ils ont organisé une Oktoberfest interne, heureusement. Et ouais, c'était sympa. Et c'était très sympa de voir que chez Lidl Trek, les trois équipes, donc féminines, les équipes de développement, donc de jeunes, et les pros sont mélangés. Ouais. Et donc sur cette activité Oktoberfest, les jeunes étaient là et très impressionnés par les pros de renom. Et donc c'était un truc hyper sympa de les voir au bout du rouleau, mais pas sportivement. Et donc là, il n'y aura pas de nom, mais ouais, il y a des souvenirs. Il y a quelques belles anecdotes en tout cas de la soirée. Ouais, tout à fait. Et du coup, dernière question, on sort de cette thématique-là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette saison qui vient de commencer actuellement? Professionnellement, Ceux qui te regardent, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année qui vient? de manière générale, être épanoui. Être épanoui, pour moi, c'est être heureux dans ma vie au quotidien. Donc, c'est avoir des bons moments en famille, la réussite scolaire et sociale de mes enfants et sociale de mon épouse, forcément. Plus personnellement, avoir de la réussite sportive. Donc, j'aime encore bien avoir mes petits défis entre elles et parcourir des nouveaux chemins et découvrir plein de trucs. Et professionnellement, l'ambition est très haute chez Lidl Trek, remporter des grandes courses, terminer 2e au classement mondial. Ouais. Et donc, ouais, je vais avoir pas mal de défis à relever avec mes collègues pour atteindre ces objectifs. Merci Maxime pour cette interview. C'est la première de l'émission et merci d'avoir accepté la rencontre. Merci à vous, c'était sympa. Et ben voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Un tout grand merci de l'avoir écouté. En tout cas, si jamais ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça fait du bien au moral et à l'ego. Et ben voilà, un tout grand merci à la Maison du Cyclisme à AY de nous accueillir. C'est vraiment un musée qui est incroyable. Il y a vraiment des vrais bouts d'histoire ici à AY et je vous encourage vivement à venir le visiter. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.